Et le deuxième orateur est donc Alain Sauvanet, qui a une considérable expérience de la chirurgie pancréatique à Beaujon et qui a un sujet tout à fait essentiel qui est intitulé « Les nouvelles indications de la chirurgie pancréatique ». Moi, je peux faire le clavier. Merci. Bien, messieurs les présidents, chers collègues, chers amis, je suis fier de vous présenter cet exposé sur un sujet qui évidemment me tient à cœur, c'est-à-dire les sujets à haut risque, les lésions précurseurs de cancer du pancréas, qui posent le problème de la chirurgie préventive de l'adénocarcinome du pancréas. Alors, quels sont ces sujets à haut risque ou ces lésions précurseurs? Eh bien, il y a les lésions, les tumeurs canalaires, que sont les TIPMP, tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses. Il y a la pancréatite héréditaire, des formes génétiques dans le cadre d'un syndrome ou dans le cadre d'une mutation génétique identifiée, le cancer pancréatique familial et certains syndromes génétiques, et le cystadénome mucineux. Alors, pour ces affections, quelle est la place de la chirurgie préventive? Et d'abord, pourquoi réaliser une pancréatectomie préventive? Eh bien, on peut réaliser une pancréatectomie préventive pour améliorer la survie de ces patients à risque. Si on compare la survie des patients opérés au stade de lésions encore bénignes ou non invasives, et la courbe de gauche le fait pour les cystadénomes mucineux, qui peuvent donc dégénérer en cystadénocarcinome. Vous voyez que la différence de survie est tout à fait nette. Et pour les TIPMP, eh bien, les formes non invasives bénéficient d'une survie à distance qui est excellente. En revanche, quand le cancer devient invasif, et en particulier lorsque le cancer devient invasif, de plus en plus invasif, il commence à prendre une histologie, une extension locorégionale qui ressemble à celle de l'adénocarcinome pancréatique classique, eh bien la survie, malheureusement, ressemble également à celle de l'adénocarcinome. Alors, il y a, pour les lésions précurseurs, des choses assez faciles à préciser, assez faciles à appréhender, et d'autres un petit peu plus difficiles. Ce qui est facile à appréhender, ce sont les TIPMP, parce que les TIPMP, ce sont des tumeurs intraépithéliales au départ bénignes et non invasives, mais qui sont visibles. Elles sont visibles, elles sont détectables, car du fait de la production de mucine, les canaux se dilatent. On le voit à l'œil nu, on le voit maintenant facilement en imagerie. Et la séquence de dégénérescence, elle, peut se traduire par des phénomènes macroscopiques également détectables en imagerie. Ce qui est beaucoup plus difficile, ce sont les mêmes lésions, mais à un échelon plus petit. C'est un échelon plus petit, ce sont les pancréatiques intraépithéliales néoplasia. Donc, histologiquement, c'est à peu près la même chose, mais il n'y a pas de production de mucine, donc il n'y a pas de dilatation canalaire, et donc les lésions ne sont pas visibles à l'œil nu et sont difficilement détectables en imagerie. Alors, il faut quand même rapprocher ces deux lésions, TIPMP et PANI, parce que le phénomène de transformation maligne est un phénomène commun, qui passe d'abord par de la dysplasie légère, puis de la dysplasie modérée, puis de la dysplasie sévère, avec des variations en fonction du phénotype de la TIPMP. Je ne rentrerai pas dans ce point de détail. Et à l'arrivée, eh bien, le risque, c'est l'adénocarcinome canalaire invasif. Et il y a finalement un seul point particulier, c'est le cystadénome mucineux, qui, avec une séquence également progressive, aboutit également à une forme maligne invasive, c'est le cystadénocarcinome. Alors ce processus de dégénérescence, il prend du temps. Il prend quelques années. On ne sait pas très bien le chiffrer pour les panines, puisque les panines, on a du mal à détecter, on ne sait pas très bien quand ça commence. En revanche, on sait assez bien le chiffrer pour les TIPMP. Il y a 2 séries dans la littérature qui donnent des résultats parfaitement concordants. Il y a environ 5 ans de différence entre les patients opérés d'une dysplasie modérée et les patients opérés de TIPMP au stade de cancer invasif. Donc, on peut imaginer qu'au cours de ces 5 ans, eh bien, on ait la possibilité de détecter ces lésions et de procéder à une chirurgie préventive. Le délai paraît suffisant. Alors d'abord, le cas de figure le plus simple,
Le plus simple, c'est le cystadénomucineux. Le cystadénomucineux, c'est un diagnostic qui est assez facile, c'est assez stéréotypé. C'est une maladie qui touche essentiellement les femmes, de façon même quasi exclusive, si l'on exige le critère stroma ovarien sur le plan histologique. Vous voyez que la tranche d'âge intéressée est toujours la même, une femme de 40 à 50 ans. Ce sont des lésions qui sont le plus souvent situées à gauche, et le risque de dégénérescence de ces lésions, il est chiffré au maximum à 25-30% dans la littérature. Alors 25-30%, c'est pas énorme, me direz-vous, mais ça suggère qu'il ne faut pas laisser en place ces lésions. Et il y a peut-être un cas de figure où on peut peut-être se permettre de les laisser en place, c'est quand le risque immédiat de cancer invasif apparaît nul et que par ailleurs, il y a des arguments contre la chirurgie. Et le risque immédiat de cancer invasif apparaît nul si le cystadénomucineux fait moins, en fonction des séries, de 3 à 5 cm de diamètre. Je vous propose de retenir 4 cm. Et idéalement, il faut également qu'il ait un contenu parfaitement régulier, sans nodules muraux. Et dans ces cas-là, on sait qu'il n'y a pas de cancer. Et ça, c'est assez facile à voir en imagerie. Et donc, chez un malade à risque, on peut surveiller ces lésions de moins de 4 cm sans nodules. Et de plus, l'aspect en imagerie permet de choisir le type d'intervention. Si ça n'a pas l'air dégénéré, on va faire une intervention comme on l'a fait pour une lésion bénigne, éventuellement conservatrice. En revanche, si ça a l'air dégénéré, eh bien, on va faire une intervention radicale, comme on le ferait dans un adénocarcinome. Donc voilà des cystadénomucineux qui ne sont pas dégénérés. Ils ont un aspect tout à fait rassurant. Et voici 3 exemples de cystadénocarcinome. Vous voyez le point commun, c'est le nodule qui n'est pas forcément très gros. Dès qu'il y a un nodule pariétal, il faut considérer que c'est dégénéré. Maintenant, les TIPMP. Alors, il y a une distinction qui est fondamentale, c'est existe-t-il ou non une atteinte du canal pancréatique principal. Vous savez qu'il y a des formes qui n'atteignent que les canaux secondaires, des formes qui atteignent que le canal principal et des formes mixtes. La question importante, c'est y a-t-il ou non atteinte du canal principal? S'il y a une atteinte de canal principal, et si on regarde les séries chirurgicales, le risque de cancer, 62%, le risque de méchant cancer, cancer invasif, 44%. En revanche, si les lésions sont limitées aux canaux secondaires, le risque de cancer, globalement, 25%, et le risque de cancer mortel, 17%. Alors, on peut aussi estimer le risque de dégénérescence dans le temps. Et on peut essayer de reconstituer l'histoire naturelle de ces TIPMP. Et ça a été fait dans quelques travaux qui ont analysé des dossiers à la fois de façon rétrospective et prospective. Et on arrive à des résultats, vous voyez, qui sont globalement équivalents. Quand il y a une atteinte du canal principal, isolé ou mixte, le risque de dégénérescence à 5 ans est estimé à 55%, contre seulement 15% en cas d'atteinte des canaux secondaires. Alors, de ce schéma, de ces chiffres, vous déduisez qu'une TIPMP du canal principal, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour ne pas l'enlever, à part éventuellement le terrain. Tandis qu'une atteinte limitée aux canaux secondaires, eh bien, on peut sans doute se permettre de les surveiller. Et en pratique, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, mais on s'attache à certains points importants, qui sont essentiellement des points morphologiques. Et le point morphologique le plus important, c'est existe-t-il ou non dans ces canaux secondaires des nodules muraux? Il peut y avoir de tout petits nodules muraux, des un peu plus gros. Ceux-là ne sont pas forcément le signe d'un cancer au moment où on voit ces nodules. À l'inverse, si vous voyez un nodule de plus de 5 mm d'épaisseur ou qui prend un aspect hypoéchogène ou qui, au pire, infiltre le parenchyme en regard de son pied, eh bien là, il y a un cancer. Et là, c'est une indication à une pancréatectomie immédiate. Alors maintenant, la pancréatite chronique. La pancréatite chronique, c'est une lésion prédisposante. Ça, c'est un peu le cas au cours de la pancréatite chronique alcoolique, et celle qu'on voit le plus dans les pays occidentaux. Et dans la littérature, on chiffre le surrisque lié à la pancréatite chronique alcoolique, le surrisque de cancer, entre 15 et 25%. Mais finalement, ce n'est pas cette pancréatite qui est la plus à risque, c'est la pancréatite chronique héréditaire, maladie génétique, qui expose de façon plus prolongée que la pancréatite alcoolique au processus inflammatoire et qui, vous voyez, entraîne un risque de cancer de l'ordre de 50% à 70 ans. Donc ça, c'est évidemment des arguments pour faire du dépistage et pour opérer les patients avant. Mais on peut faire aussi, avant le cancer, on peut faire aussi de la prévention. Et la première étape de la prévention, c'est de demander aux gens d'arrêter de fumer, parce que vous voyez que quand ils fument, eh bien, dans cette population de pancréatite héréditaire, ils font le cancer plus rapidement que ceux qui ne fument pas.
Et puis on s'intéresse à un signe clinique assez simple, c'est existe-t-il ou non un diabète? Parce que statistiquement, dans le temps, l'apparition d'un diabète est corrélée à l'apparition du cancer. Maintenant, le cancer pancréatique familial. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu en France, c'est plus connu dans les pays anglo-saxons. Ça se définit de la façon suivante: 2 paires d'apparentés au premier degré atteints d'un cancer ou 3 apparentés. Ça a une transmission autosomale dominante avec une impénétrance variable, mais là encore, le tabac joue un rôle. Et cette association, cette agrégation de cas dans la famille fait monter le risque de cancer. Vous savez que le risque donc basal, entre guillemets, dans la population générale est de 9 pour 100 000 par an. Eh bien, le fait d'avoir un apparenté au premier degré, ça multiplie ce risque par 5. Le fait de l'avoir 2 apparentés par 10. Et le fait d'avoir 3 apparentés par 40. Donc évidemment, à partir d'un certain nombre de cas dans la famille, on s'inquiète. Voici un exemple de la façon dont ça se présente en pratique. Vous voyez des cancers du pancréas chez l'arrière-grand-père, le grand-père, le père ou la mère, je ne sais pas, je ne sais plus. Et vous voyez, vous imaginez que les patients, les sujets qui sont dans cette fratrie ont de quoi être inquiets. Et ce sont typiquement eux chez qui on va essayer de faire du dépistage. Et puis il y a des syndromes génétiques avec des mutations bien connues. Le syndrome des cancers familiaux du sein et de l'ovaire avec la mutation BRCA2. D'autres syndromes plus rares avec des risques relatifs qui peuvent être très importants. Vous voyez dans le syndrome de Peugeot-Jeghers, ce qui heureusement est rare, le risque relatif il est d'environ 100, c'est énorme. En revanche, dans la mutation BRCA2, le risque relatif, il est plus faible, et ce sont souvent les cancers gynécologiques qui sont au premier plan dans ces familles. Les patients qui ont des cancers de pancréas sont plus rares. Alors voilà ce que ça donne, ces politiques de dépistage du cancer du pancréas et de chirurgie préventive. C'est surtout bien évalué dans des centres nord-américains. Et voici une des plus grosses statistiques en la matière. 380 sujets qui ont fait l'objet d'un dépistage. 24 ont été opérés et ont eu au total 30 interventions. Vous voyez, ça fait que 6% des sujets dépistés, souvent dans un contexte de cancer pancréatique familial, sinon des mutations. L'essentiel des patients a eu des pancréatectomies partielles. Certains ont eu des pancréatectomies totales. Mortalité 0%, mais quand on lit bien entre les lignes, on se demande s'il n'y a quand même pas un mort après pancréatectomie totale, à distance, d'une perforation d'ulcère, et la morbidité n'est pas très bien détaillée. Et vous voyez que chez ces patients, ces 24 patients opérés, on trouve de la dysplasie modérée, de la dysplasie de haut grade, du cancer, donc 3 fois sur 4 des lésions un peu sévères, à risque, mais on trouve aussi quelques dysplasies de bas grade, et on peut se demander si l'intervention était totalement pertinente chez ces patients. Et la prévention chirurgicale de l'adénocarcinome pancréatique, comme vous le devinez, c'est pas très simple parce que la rentabilité est faible. On l'a vu chez les dépistés sur la diapositive précédente. Vous allez le voir sur la diapositive suivante par rapport à l'ensemble des sujets atteints de cancer du pancréas. C'est un certain coût, ça génère de l'anxiété. On ne sait pas encore très bien quels sont les meilleurs moyens de dépister les panines. On ne sait pas quel est le bon signal d'alarme à partir duquel il faut déclencher la chirurgie. Et on ne sait pas très bien s'il faut faire des pancréatectomies partielles ou totales. On risque de resséquer autre chose que des lésions à risque, et puis on expose les patients à la morbimortalité de la chirurgie pancréatique. Alors voilà une estimation sur 100 patients atteints d'un cancer du pancréas, de ce qui génère le cancer du pancréas. Dans les pays occidentaux, environ 30% sont très clairement liés au tabac, 60% sont liés aux habitudes d'autres styles de vie. Vous voyez, il reste 20% seulement chez des patients à risque. Donc on est un petit peu déçu de ce pourcentage de 20%. On aimerait bien proposer un dépistage chez plus de patients, mais en pratique, on ne sait pas identifier les autres patients qui pourraient bénéficier d'un dépistage. Et je ne vous apprendrai rien sur le risque des pancréatectomies, risque immédiat, mortalité, fistule, et risque à distance, en particulier induction d'une insuffisance pancréatique, exocrine et surtout endocrine, avec, chez des patients opérés de lésions de bon pronostic, un risque qui est d'environ 20%. Et donc, pour limiter ce risque, qui fait parfois, si la morphologie des lésions s'y prête, essayer de faire des pancréatectomies plus limitées, limitant l'exérèse parenchymateuse. Et c'est ce qu'on peut faire, par exemple, dans les TIPMP,
Une série qui commence maintenant à dépasser 90 patients, une faisabilité qui est importante, 89%, seulement 11% de conversion immédiate, un décès parce que je crois que c'est difficile de faire de la chirurgie pancréatique sans décès, et pour l'instant, très peu d'insuffisance pancréatique induite et très peu de réintervention pour récidive, mais il faut bien sûr s'adapter à la maladie et au suivi. Donc voilà mes conclusions. Pour le cystadénome mucineux, la résection préventive est la règle, et si possible, il faut essayer de faire une résection limitée tant que la lésion est bénigne. On peut surveiller quelques cas très sélectionnés. Pour les TIPMP, en cas d'atteinte du canal principal, il faut réséquer, c'est la règle, mais ça veut dire qu'il y a des exceptions qu'il faut essayer d'identifier peut-être maintenant. Pour les atteintes limitées au canal secondaire, il faut avoir des indications sélectives. La pancréatite chronique, le dépistage morphologique est très difficile et on pratique moins de réserve aux formes héréditaires. Et je dois reconnaître que c'est assez décevant. Et dans les formes familiales et génétiques, eh bien, il faut essayer de mieux codifier cette politique de dépistage pour essayer d'en accroître la rentabilité et d'en diminuer les risques. Je vous remercie. Merci Alain. Il est évident qu'on est dans l'attente d'un marqueur biologique spécifique du cancer du pancréas pour préciser ces nouvelles indications de la chirurgie pancréatique chez les précurseurs du cancer. Donc je crois que quand on trouvera ça, on pourra clairement préciser ces indications. Donc le discutant est notre président, le professeur Daniel Jeck. Merci Christian. Alain, excellente présentation, tout est dit avec beaucoup de clarté, félicitations. Seulement une petite question concernant les lésions mucineuses. Quand tu en as parlé au point de vue diagnostic, tu as montré des images qui sont évidentes. Alors la question est, est-ce que tu as recours dans ces cas-là, dans certains cas, à la biopsie ou jamais, puisque tu n'en as pas parlé? Alors je n'ai pas parlé de la biopsie parce que la biopsie c'est assez rentable pour les formes malignes, mais c'est un peu plus difficile d'utilisation pour les formes encore bénignes. Alors, on peut ponctionner un cystadénome mucineux, c'est même à mon avis, dès que le tableau clinique radiologique n'est pas très clair, il faut ponctionner les cystadénomes mucineux et on peut doser des choses très simples dedans, comme l'ACE, et qui est souvent un marqueur qui aide à faire le diagnostic de mucineux et à proposer une exérèse. Les TIPMP, c'est un peu plus compliqué. Les TIPMP, la cytologie des TIPMP, c'est décevant. Les marqueurs dans les TIPMP, c'est décevant. On a des taux d'ACE qui sont très variables, ils ont tendance à monter dans les formes dégénérées, mais les formes bénignes, on ne sait pas trop quoi penser des résultats. Quand on regarde dans la littérature, quand même, il y a des gens qui arrivent à faire des choses bien avec la cytologie. Il y a quelques équipes aux États-Unis. Les auteurs asiatiques aussi sont très férus de cytologie. Parfois, ils font des ponctions sous écho-endo où ils vont chercher du liquide par CPRE, par voie transpapillaire, avec un risque de pancréatite aiguë qui d'ailleurs en général n'apparaît pas très clairement dans la littérature, mais qui doit exister. Et je ne peux pas dire beaucoup plus de choses. En tout cas, je pense qu'il faudra développer davantage le prélèvement de liquide, quelle que soit la voie d'abord, ponction sous écho-endo ou CPRE, pour identifier les patients qui peuvent se permettre de ne pas être opérés tout de suite. Il a commencé à y avoir un petit peu de littérature sur les atteintes du canal principal à faible risque de cancer. Atteintes du canal principal à faible risque de cancer. Et ces papiers-là, ils ont tous un point commun, c'est prélèvement de liquide, cytologie, marqueur, surtout cytologie. Pour répondre à François Dubois, on a une première lueur d'espoir, c'est d'opérer les patients avant que le cancer soit avéré et avec le pronostic que l'on connaît. Donc ça, c'est une première lueur d'espoir. Une question? Micro. N'existe-t-il pas une étiologie professionnelle? Et je pense aux dérivés baséniques, notamment aux gens qui travaillent dans des pressings. Je crois qu'il faut se poser la question non pas un chirurgien, mais un épidémiologiste. Peut-être que ça existe, mais ça n'a pas été documenté en tous les cas au CIRC, qui fait la revue de tous les cancérigènes. L'atlas des substances cancérigènes est fait par le CIRC. Et ça, je n'ai rien vu concernant ce sujet. Bon, Alain, merci beaucoup pour cet exposé qui est essentiel. Et